Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Je suis chez Centraide, Centre du Québec, en compagnie de la directrice régionale Valérie Bourassa. Bonjour. Bonjour. Donc, vous nous recevez chez vous. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous. Et on va démystifier un peu Centraide pour le commun des mortels. Là. On sait que Centraide va aider les organismes communautaires. Donc, vous faites partie de leur bailleur de fonds, si on veut. Qui va aider Centraide? Bien, en fait, c'est encore plus large qu'être bailleur de fonds. On est vraiment des partenaires des acteurs du communautaire qui sont directement sur le terrain, là, puis qui aident la population, qui aident la communauté. Centraide, en fait, c'est vraiment une très grande mission. C'est la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale. On s'assure qu'il n'y a personne qui reste de côté. On s'assure que tout le monde est inclus dans le projet de communauté. Et on s'associe aux organismes qui sont vraiment des pivots dans chacune de leurs régions, finalement. Et là, c'est les organismes, c'est pas tous les organismes communautaires, c'est les organismes qui sont alignés avec ce dont vous parliez, là, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Exactement. Puis, cette mission-là, c'est quand même assez grand, puis c'est un petit peu difficile à comprendre parce qu'on peut imaginer que ça comporte à peu près tout, la lutte à la pauvreté, l'exclusion sociale. Donc, on a défini ça en 4 champs d'action. Et avec ces 4 champs d'action-là, les organismes peuvent vraiment s'aligner au niveau de leur mission. Donc, on a assuré l'essentiel. Ouais. Donc, c'est les besoins de base, se loger, se nourrir, se vêtir. Briser l'isolement social, que ce soit les aînés, les personnes handicapées, immigrantes, les personnes avec des problématiques de santé mentale. Créer des milieux de vie rassembleurs, tout ce qui a rapport à la participation citoyenne, à l'implication bénévole, la gouvernance des organismes et soutenir la réussite des jeunes, donc des tout petits aux plus grands. Donc, c'est quand même assez complet. Et les organismes là, qui sont dans chacun de ces champs d'action-là sont partenaires avec nous là, chez Centraide. C'est assez complet, puis c'est assez facile à comprendre, à part peut-être le troisième, là, au niveau d'améliorer, là, comment vous avez appelé ça? Créer des milieux de vie rassemblables. Oui, c'est ça, parce que, au niveau de la gouvernance, tout ça, vous aidez finalement. Peut-être il peut arriver qu'un organisme communautaire connaisse des difficultés, donc vous pouvez venir intervenir par rapport à ça, leur donner un coup de main. Mais les autres façons dont ça peut se concrétiser, cette partie-là de votre mandat, là, donnez-nous quelques exemples. C'est simplement juste au niveau du financement. C'est certain que si on parle du financement de Centraide, c'est des organismes qui sont alignés sur les valeurs de Centraide. Ouais. Et juste au niveau de nos donateurs, il y a une espèce des temples de qualité Centraide là, quand on donne du financement à des organismes. Et dans les choses qu'on regarde, oui, on regarde les états financiers, on regarde les rapports d'activité, mais on s'assure qu'il y a une saine gouvernance à l'intérieur de l'organisme. Donc, s'il y a des problématiques et tout, il peut y avoir de l'aide qui est donnée. On parle de participation citoyenne. Ouais. Moi, ce que ça évoquait pour moi, le prime abord, c'est peut-être la réforme du mode de scrutin, s'assurer que les gens peuvent, non seulement participent, mais ensuite qu'il y ait une représentativité où on va pas là. On n'est vraiment pas dans la représentation. C'est un organisme politique, de toute façon, Centraide. On n'est pas dans de la représentation politique, loin de là. C'est vraiment, on est là pour la population, pour la communauté, s'assurer que les gens puissent grandir sainement et de façon équilibrée. Donc là, on a abordé, vous avez parlé des dons, vous faites pour vous là, avoir des sous à redistribuer. Oui. Bien, il y a des campagnes de financement. D'ailleurs, vous avez un cabinet de campagne. Oui. Qui contribuent là, justement à faire en sorte. C'est des gens qui sont bien implantés dans leur milieu, qui sont très bien réseautés, comme on peut dire, et puis qui font en sorte que les campagnes vont avoir du succès. Là. Alors, ça, c'est un moyen, les campagnes de financement. C'est un moment fort de l'année, je pense, pour vous autres. Là. Il y a une certaine période où c'est ça qui se passe. Là. Bien oui, nous, des campagnes, il y en a à l'année, mais vraiment de septembre à la fin novembre, c'est vraiment l'espèce de marathon, là, le sprint plutôt là, pour Centraide. Centraide Centre du Québec, c'est environ 150 campagnes en milieu de travail. C'est vraiment le moyen principal qu'on a pour financer la campagne. C'est des donateurs, là, c'est vraiment la force du nombre, que ce soit 1 $, 2 $, 5 $, 20 $ par paye. C'est principalement par la déduction à la source qu'on fonctionne. Et puis, le cabinet de campagne, c'est des professionnels du milieu des affaires d'un peu partout dans la région du Centre du Québec qui sont là pour nous aider en ouvrant leur réseau de contacts à diffuser le message de Centraide, à nous permettre d'avoir de la visibilité pour que les gens puissent avoir accès puis comprendre exactement qu'est-ce qu'on fait.
Il y a aussi, bon, vous êtes ouvert évidemment à recevoir des dons, les dons immémoriam. Oui, bien sûr. Les gens qui ont un héritage, Oui. ils mettent ça dans les clauses, donner des sous à Centraide ou juste même au salon funéraire, au lieu d'acheter des fleurs, bon, on peut faire un don à Centraide, tout ça. Tout à fait. Fait que c'est quoi la plus grosse part de... C'est vraiment les campagnes en milieu de en travail, milieu de travail? présentement. C'est certain qu'il y a du travail qui est fait pour diversifier les revenus, pour s'assurer là, d'être périn là, à chacune des années. Et puis, ça peut être du don planifié, comme vous parliez là, pour les dons in memoriam. Les dons planifiés, les dons en action qui peuvent être très intéressants pour certaines personnes. Les dons corporatifs de certaines entreprises, sans nécessairement faire de campagne, qui est vraiment un apport corporatif pour soutenir un des 4 axes ou les 4 axes complets de la mission de Centraide. Donc, en gros, c'est pas mal. On n'est pas dans l'événementiel, on n'est pas du tout de ce côté-là. C'est vraiment nous, des donateurs. Mais si une tierce partie voulait organiser un événement tout à fait. et le faire au bénéfice de Centraide, Oui. ça, vous êtes ouvert à ça? Oui, vraiment. En même temps qu'on vous en parle, puis... Oui, bien, on a des règles précises. En fait, il y a certaines personnes qui le font déjà. Puis même dans les campagnes en milieu de travail, souvent, il y a une partie d'activité. Donc, les gens tiennent de petites à grandes activités là, au profit de Centraide. Donc, vraiment, tous les moyens sont bons, en fait, pour faire la différence dans sa communauté. Puis, en fait, ce qui est bien avec Centraide, c'est que les gens, souvent, vont penser qu'ils doivent être un peu millionnaires ou avoir beaucoup d'argent pour être capables de faire la différence dans leur communauté. Et avec Centraide, on peut être un mécène dans notre communauté, peu importe le montant qu'on va donner. Parce qu'on est en mesure, nous, d'investir ce montant-là, parce qu'on sait à chaque année que le montant va rentrer. Donc, à chaque fois que quelqu'un donne $1 par paye, on est capable de compter là-dessus à long terme. Exactement. Là, vous distinguez des catégories de donateurs et vous publicisez bon, il y a les donateurs majeurs, les alliés, les leaders. Ça m'intriguait. Pourquoi vous faites ça au juste? Pourquoi? Bien, c'est au niveau de la reconnaissance. Ouais. C'est certain que les donateurs, il y a un côté de reconnaissance, mais même à ça, ce n'est pas nécessairement représentatif des donateurs des différentes catégories qu'on a chez Centraide, parce qu'il y a des gens qui restent anonymes. Oui. Il y a des gens qui ne veulent pas être reconnus. Donc, ceux que vous êtes capable d'avoir sur le site Internet, c'est des gens qui ont accepté d'être reconnus. Puis, à quelque part, il y a comme un effet d'entraînement aussi. On voit des gens qu'on connaît, on voit qui a donné. Ah, moi aussi, j'ai cette capacité-là. Donc, des fois, il y a un peu un effet d'entraînement. Donc, c'est vraiment au niveau de la reconnaissance, un peu comme on publicise aussi le top 20 des entreprises là, qui sont avec nous, les grandes campagnes. Oui. S'il y a un côté vous avez de un genre de reconnaissance. gala chaque année? Ou Oui, oui. Okay. Virtuel depuis 3 ans. COVID oblige, bien entendu. Mais quand même, la formule, elle est quand même bien. Et c'est pas simplement que les entreprises qu'on va reconnaître, mais c'est aussi le travail des bénévoles. Parce que, comme je disais tantôt, on a 150 campagnes en milieu de travail. On est une petite permanence. Donc, c'est impossible de faire le travail sans tout ce réseau de bénévoles-là. Donc, c'est vraiment les ambassadeurs dans les milieux de travail qui font vivre les campagnes. C'est près de entre 400 et 500 bénévoles qui gravitent autour de Centraide. Centre du Québec. Puis vous avez aussi des bénévoles avec des fonctions très particulières, là. Il y a une instance qui s'appelle le CARO, le Comité d'analyse des relations avec les organismes. Vous parliez un peu, bon, justement, des exigences pour bénéficier du soutien de Centraide. Il faut répondre à certaines caractéristiques. Et il y a des gens qui s'assurent, qui sont bénévoles, je pense, qui s'assurent que, justement, les organismes là, répondent à tout ça. Là. Oui, mais en fait, avec mon collègue Benoît Magny, qui est conseiller en développement social pour la Mauricie et pour le Centre du Québec, Benoît, c'est vraiment là, celui qui s'occupe de toute la portion financement et relations avec les organismes. Puis, il y a la chance, moi, de mon côté, à la campagne, j'ai le cabinet de campagne, mais lui, de son côté, il y a le fameux comité CARO. Donc, c'est des gens, des professionnels un peu partout de la région qui sont là pour épauler Benoît dans toutes les demandes qui sont envoyées à Centraide, toutes les demandes de financement. Donc, chacune des demandes chaque demande, elle est étudiée. Les organismes sont visités. On s'assure que qu'on répond aux critères, finalement. Les rapports d'activité, on a même un partenariat avec l'UQTR, avec les étudiants du département de sciences comptables de l'UQTR pour regarder les états financiers. Donc, s'assurer que la gestion est là, la saine gestion, elle est là de l'organisme. Puis, les bénévoles du CARO appuient Benoît parce qu'encore là, on a beaucoup de partenaires du milieu communautaire
et on a besoin de bénévoles pour nous aider. Mais ces gens-là réfléchissent, se posent des questions et s'assurent que les bons organismes dans chacune des 5 MRC, dans chacune des 5 MRC soient bien représentés puis que les services soient là. Donc, ça fait... c'est un processus qui est rigoureux. Très. Vous parliez, du fait que d'apprécier, savoir à l'avance un peu les sous qui vont rentrer, Oui. mais ça doit être la même chose pour les organismes que vous aidez. Là. Donc, ça doit être très important pour eux de rester, disons, à l'intérieur des paramètres de Centraide parce que c'est une part non négligeable de leurs revenus, là, ce que vous leur apportez. Oui, puis c'est pas simplement les revenus, c'est vraiment un partenariat. Donc, tu sais, Centraide s'est positionné comme un investisseur social dans chacune des régions où il est actif. Donc, nous, on s'assure là, que les besoins de chacune des MRC ne sont pas les mêmes que la MRC d'à côté. Qu'on parle de Nicolet-Yamaska, qu'on parle d'Athabasca, qu'on parle de Drummond, il y a vraiment certaines différences. Il y a des choses qui reviennent, mais c'est vraiment de s'assurer que les bons organismes sont soutenus dans chacune des MRC. Vous disiez tout à l'heure au niveau de l'implication sur le terrain. Oui. Bon, j'ai été témoin d'un exemple. La semaine dernière, il y a toute une opération en ce moment sur la sécurité alimentaire. Donc, il y a des journées d'information, de consultation qui se font dans chacune des MRC parce que c'est un des problèmes au niveau d'assurer l'essentiel. Ouais. Un des problèmes qui a été identifié, on parle des déserts alimentaires, des marais alimentaires. C'est des choses que j'ai pu apprendre à l'occasion d'une de ces journées-là. Donc, c'est un des exemples de choses que vous faites plus terrain, là, de vraiment participer à des bien, souvent, oui, c'est de la sensibilisation, c'est prendre part à des tables de concertation pour être capable de réfléchir puis de trouver des solutions à ces problématiques-là. Parce que les déserts alimentaires, veut pas, c'est une problématique. Tu es dans une grande ville, tu as accès à 4 épiceries avec ta voiture ou à pied. Bien, à quelque part, tu peux choisir combien va te coûter tel item. Mais si tu es dans une petite localité puis que la seule chose que tu as avec sans voiture, c'est un dépanneur, ça se peut que ça te coûte cher. Donc, il y a vraiment un problème. Puis, au niveau des revenus, bien, on sait déjà l'alimentation a augmenté de façon épouvantable. Ouais. Donc, on peut imaginer encore plus à quel point les petits marchés, les prix sont augmentés. Ouais. Donc, c'est de pouvoir permettre à chaque personne de pouvoir se nourrir à un prix intéressant à quelque part. Puis vous parlez, la façon dont, justement, aller se ravitailler là, en voiture, à pied. Il y a des gens qui n'en ont pas de voiture. Donc, c'est un peu... C'est comme ça qu'on établit ce que c'est un désert alimentaire. C'est quelqu'un qui se déplace à pied, ce qu'il y aura autour de lui dans un certain périmètre. Là, donc, puis on en a des endroits comme ça. C'est peut-être le fait d'être beaucoup dans la ruralité, mais on a quand même pas mal d'endroits dans nos MRC qui sont considérés des déserts alimentaires. Là. Bien, même dans les grandes villes, je n'ai pas en tête exactement le nombre de kilomètres que ça prend pour un désert alimentaire, mais je le sais que dans les grandes villes, il y en a quand même parce que souvent, il y a une concentration des grandes chaînes là, à certains endroits. Donc, si tu habites à 20 kilomètres du quartier, disons, alimentaire de ta ville, ça peut être problématique s'il n'y a pas de transport en commun ou s'il n'y a pas de moyen pour toi de te rendre à l'épicerie. Ouais. C'est pas mal plus petit que 20 km parce que je prends Nicolette. Oui. On a vu la carte oui. des déserts alimentaires. Puis même le centre-ville, étant donné que le centre commercial avec les 2 grosses épiceries est pas mal plus loin, même le centre-ville est un désert alimentaire parce que revenir de l'épicerie avec des gros sacs pesants, quand même que c'est une marche de 20 minutes, c'est pas facile. C'est pas viable. C'est pas souhaitable. Fait que souvent, les gens vont se nourrir justement au premier point de ravitaillement qu'ils vont trouver, qui est souvent un dépanneur ou un petit marché. Qui a moins de choix. Puis parce que là, on veut aussi une alimentation saine. Il y a ça aussi. Puis pas la malbouffe. Puis bon. Vous collez au principe que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a développé pour le développement durable, qui est en 17 points. Il y en a qui sont davantage là, collés à votre mission, à vous. Mais vous avez choisi là, de vous servir de ça. Pourquoi? D'où ça vient, ça? Est-ce que c'est tous les Centraides font ça? Ou Bien, en fait, c'est simplement les 17 points qui comportent le plan de développement durable de l'ONU. Oui. Les Centraides répondent à 9 d'entre eux.
Donc, à quelque part, on est aligné dans cette mission-là. Pour certaines entreprises, ça peut être intéressant parce qu'on en parle de plus en plus du développement durable puis de l'importance de se positionner comme ça. Ouais. Les jeunes générations, maintenant, quand ils regardent pour une carrière, bien, ils font de moins en moins de concessions entre leurs valeurs puis l'entreprise pour laquelle ils vont travailler. Oui. Ça prend un sens aussi, là. Exactement. Ouais. Donc, c'est vraiment une question de sensibilisation, une question de, d'être aligné sur notre mission. La lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 ans, en 3 ans. C'est quelque chose qui est à court, moyen, long terme. Ouais. Donc, on doit mettre des actions en place pour être capable d'y arriver. On va reparler de un peu la contribution terrain, mais pour ce faire, bien, abordons votre personnel. Oui. L'équipe de Centraide Centre du Québec, là, ça se compose comment? Bien, c'est un peu complexe à expliquer. En ce moment, surtout, là. Moi, je suis la directrice régionale. Ouais. À la campagne, présentement, c'est moi et Benoît Magny, qui est le conseiller en développement social pour la Mauricie et pour le centre du Québec. Donc, il y a sûrement une conseillère ou un conseiller en développement philanthropique qui devrait arriver cette année. Mais Centraide Centre du Québec, en fait, on fait partie d'un regroupement de 6 centraides. Il y a 5 ans, on a fusionné ensemble pour se donner les moyens d'être capable d'être performants. Donc, on est 6 centraides à travers le Québec. Mauricie, Centre du Québec, Lanaudière, Sud-Ouest, qui est dans le coin de Salaberry-Valleyfield, Vaudreuil, Dorion. On a aussi Haute-Laurentide et Abitibi-Témiscamingue. Donc, notre structure, on a une équipe de supra qui est les communications, l'administration, l'entrée de données, les directions principales qui sont là pour épauler les 6 centraides. Donc, même si chez Centraide Centre du Québec, directement, il y a moi et Benoît, il y a quand même des gens qui sont là pour nous appuyer là, dans toutes les démarches administratives, de communication puis de réflexion à travers les campagnes. Qui sont installés où, eux autres? Un peu partout. Bien, tu sais, avec le télétravail, Okay. maintenant, c'est génial. Puis, on est 6 régions. Donc, les gens qui sont du supra, peu importe dans quelle des 6 régions ils sont, ils peuvent travailler pour les 5 autres régions quand même. On a certaines personnes qui sont ici, mais on est beaucoup en télétravail depuis 3 ans. Mais même avant la pandémie, on avait déjà cette mentalité-là ici, de pouvoir un peu faire les deux, là. Il y avait certains postes où on pouvait être un peu hybride dans notre façon de travailler. Okay. Donc, une toute petite équipe Oui. pour ce qui est du Centre du Québec. Oui. Fait que pour aller sur le terrain, en plus de gérer puis de faire tout le reste, là, ça doit pas être simple. Non, et c'est pourquoi les bénévoles sont ultra importants. Donc, ça vient vraiment prendre son sens. Quand je parlais des 150 campagnes en milieu de travail, quand on est dans l'espèce de sprint de l'automne, si moi, j'ai pas ces bénévoles-là qui mettent vraiment en place les campagnes, qui sollicitent leurs pairs, qui nous invitent, moi ou Benoît, pour pouvoir parler devant leurs collègues, pour les sensibiliser, les campagnes ne peuvent pas exister. Puis c'est souvent un peu la réalité un peu partout, puis on n'est pas spécial. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, on la vit nous aussi. Donc, mais on se débrouille quand même assez bien. Tu sais, vraiment, les bénévoles sont vraiment formidables. Les organismes là, qui collaborent avec vous, sont-ils demandants? Je veux dire, ils ont-ils souvent des questions à vous soumettre ou des demandes particulières? Ou ça, c'est une grosse partie du travail que vous avez à faire? Non, pas nécessairement. On ne fait pas d'ingérence dans leur façon de fonctionner. C'est vraiment ça. Chacun dans sa cour. C'est vraiment de la collaboration puis du partenariat. Puis même, eux, à la campagne, sont très aidants parce que souvent, la façon qu'on va fonctionner, on part une campagne en milieu de travail, on vient parler de centraide, puis on arrive avec quelqu'un qui fait un témoignage. Et c'est souvent quelqu'un d'un organisme ou quelqu'un qui a bénéficié des services d'un organisme qui va faire le témoignage. Donc, les organismes se prêtent au jeu, sont disponibles pour nous accompagner dans nos actions. Donc, à quelque part, ils ont eux aussi cette générosité-là de nous appuyer dans les démarches pour la campagne. Bien, d'ailleurs, on en retrouve des témoignages sur votre site Internet. On retrouve aussi les organismes que vous aidez, Oui. qui sont, si on connaît le moindrement nos territoires, nous, les MRC, Nicolet-Yamaska et Bécancour, c'est tous les principaux organismes là, qui ont toute une histoire derrière. Donc, c'est des organismes solides, avec une bonne base. Merci. Bien, merci à vous. De nous avoir reçus dans vos locaux. Merci pour le travail que vous faites. Donc, la directrice régionale, Mme Valérie
Bourassa, Centraide, Centre du Québec. Merci encore. Bien, merci à vous. Bonne journée. J'ai manqué ma chance le soir du 30 février de l'année passée. J'ai manqué ma chance le soir du 30 février de l'année passée. Un jour que jamais vu le soleil se lever, mais maudit que je l'ai donc espéré. J'imagine encore nos deux corps entrelacés jusqu'à l'aurore. Ah, que je t'ai aimé, ah oui, je t'ai aimé, je t'ai chéri sans jamais t'en parler. Ah, que je t'ai aimé, ah oui, je t'ai aimé, je t'ai chéri sans jamais t'en parler. L'imaginaire est encore bien fort. Dans ma tête, on s'aime sans remords. À la matinée du 30 février, je me réveille au son d'un de tes baisers. J'imagine encore nos deux corps entrelacés jusqu'à l'aurore. J'imagine encore nos deux corps entrelacés jusqu'à l'aurore.
J'imagine encore nos deux corps entrelacés jusqu'à l'aurore. Oh, que je t'ai aimé, oh oui, je t'ai aimé. Je t'ai chéri sans jamais t'en parler. Oh, que je t'ai aimé, oh oui, je t'ai aimé. Je t'ai chéri sans jamais t'en parler. Approchez, écoutez l'histoire sortie tout droit de ma mémoire, celle de la guitare de Jérémie. On l'a trouvée dans les débris d'une maison vide, à ce qu'on m'a dit, le lendemain d'un terrible incendie. Prends-la donc, dit le brocanteur, elle a sans doute une grande valeur, mais comme j'y connais rien, ben je te fais un prix. Elle était sale, sentait la fumée, et sur son dos on avait gravé « Je suis la guitare de Jérémie ». Toute seule, je n'avais qu'à peau, et les cordes rouillées prenaient vie. Elle jouait toute seule, une musique faite pour moi, jouait la guitare de Jérémie.